Salut à tous, bienvenue sur French Grip, la chaîne dédiée à la batterie 100% en français. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui passionne tous les batteurs depuis que la batterie est née, c'est-à-dire il y a plus de 100 ans maintenant. Est-ce qu'il faut apprendre et réussir à jouer plus vite ? Plus vite, toujours plus vite, parce que la musique évolue et que la musique en évoluant, souvent, elle offre des trucs encore plus contrastés qu'avant et plus extrêmes, et donc pour faire plus extrême, souvent, on apprend à jouer plus vite. Alors évidemment, les batteurs de métal sont pas les premiers à avoir abordé le sujet de jouer plus vite, hein. Souvenez-vous, pour ceux qui connaissent, et je pense que vous êtes nombreux à connaître, du duel perpétuel qu'il y avait entre Buddy Rich, Max Roach et tous ces mecs-là. Même à l'époque du jazz, le but c'était aussi de jouer super vite. Et le plus connu de tous, évidemment, c'était Buddy Rich. Et Buddy Rich, il était réputé pour avoir une technique irréprochable, pour avoir des fills et des breaks et des trucs hallucinants, une technique de main de ouf, et surtout pour jouer super vite. Et évidemment, on est tous un petit peu ses héritiers, nous les métalleux. Enfin bon. Voilà, ça s'adresse pas qu'aux métalleux, mais c'est très important de parler des métalleux parce que c'est un peu le sujet qui va être sujet central de cette vidéo, où je vais essayer de dédramatiser, parce que ça me semble important, de dédramatiser le fait de jouer de la batterie le plus vite possible, parce que évidemment, il y a beaucoup de gens pour qui c'est un grand traumatisme, parce que c'est pas forcément à la portée de tout le monde, sachant que ça réclame beaucoup de travail, beaucoup de patience, un petit peu de talent aussi, et puis certaines aptitudes naturelles que tout le monde n'a pas forcément. Enfin bref. Voilà, moi ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que jouer vite, c'est pas forcément une fin en soi, et que si vous n'en êtes pas capable dans les proportions que vous désirez, ce n'est pas un drame, ce n'est pas une raison pour arrêter la batterie. Alors, première chose, déjà il faut que j'essaye d'apporter un peu de crédit à ce que je raconte. Donc je vous ai fait une petite compilation de ce qui m'attendait sur scène à chaque fois que je foutais le nez dehors avec une caisse claire dans un sac ces derniers mois. Je vous en ai mis 30 secondes pour que vous voyez que je sais un petit peu quand même de quoi je parle, même si c'est ni moi le plus fort ni moi le plus rapide, mais au moins je peux dire que j'ai quand même participé dans le game. Donc voilà, vous voyez, c'est pas John Longstreet, c'est pas Jimmy Samera, mais bon, ça blastouille quand même comme il faut, il y a un petit peu de double, il y a un petit peu de truc, bref, je fais quand même des plans à 230, voilà, régulièrement. Donc je sais ce que c'est, je m'y suis confronté, et j'espère que je vais réussir à vous en parler, parce que ça a été aussi pour moi un traumatisme, parce que jouer vite ne s'est pas fait naturellement, et surtout, est-ce que j'aurais aimé arriver à jouer plus vite dans ma vie ? Bah oui, mais malheureusement, je sais pas ni comment ni pourquoi exactement, même si je me suis quand même posé la question et que j'ai trouvé certaines réponses que je vais vous donner. Il se trouve que je n'ai jamais réussi à atteindre les 300 BPM pour faire des morceaux de grindcore hallucinants, hyper carrés, genre Despised Icon. Alors, jouer vite, l'obsession. Pourquoi l'obsession ? Eh bien déjà parce que les autres le font, et qu'il y a beaucoup de gens qui le font maintenant, et que ça se sait. Avant, dans les années 80, jouer vite, c'était Dave Lombardo, et déjà ça allait super vite, parce que les skank beats à 220 dans Rain in Blood, c'est pas à la portée de tout le monde, et les mecs qui voulaient faire du trash à l'époque, et qui voulaient faire des reprises de Slayer, ou qui voulaient jouer des trucs approchants, type Dark Angel, ou type Nuclear Assault, des trucs comme ça, jouer ça, c'est déjà bien vénère, surtout que t'as le temps de taper, donc faut quand même envoyer du steak grave, et c'est pas évident. Il se trouve que de nos jours, on est à 1000 lieues de ce que faisait Dave Lombardo dans Slayer ou Gene Glan dans Dark Angel. On est à des milliers d'années-lumière de ça. Je sais pas si vous avez écouté les derniers albums, ce que je disais tout à l'heure, Despised Icon ou Origin ou Ulcerate ou Benighted ou Belphegor, enfin ce genre de groupe où on va à 270, 280 régulièrement.
On est sur des tempos de malade et c'est géré, en tout cas les groupes que je vous ai cités, par des batteurs qui savent ce qu'ils font, dont certains que je connais personnellement, que j'ai rencontrés, que j'ai vu faire, ou même avec qui j'ai tourné, puisque j'ai tourné avec Georges Collias et Nile, j'ai tourné avec Jamie Samera et Ulcerate, j'ai rencontré régulièrement Kevin Paradis, on a même partagé la place dans un groupe en commun qui est Svarthrone, donc je sais ce que c'est que de reprendre ses parties et je peux vous dire que c'est pas évident, et maintenant je regarde ce qu'il fait dans United. C'est un truc de fou. Il y a aussi Martin Jovanovic qui tient la chaîne YouTube Drum Technique Academy, qui est un batteur hallucinant que j'ai vu dans Belphégor se mettre un pad à 300 BPM avec Helmut qui lui tapait sur l'épaule pour lui dire c'est bien ce que tu fais petit, pendant que le mec se déchirait tout seul sur un pad avec du Grimm qui lui coulait sur la gueule dans les coulisses du Hellfest. Enfin bref, voilà, maintenant jouer vite c'est ça. Jouer vite c'est être un truc de taré. Et donc, l'obsession, on se dit, je vais jouer dans un groupe de métal, dans mon band à moi, avec mes potes, mais putain, si j'arrive pas à jouer aussi vite que ces mecs-là, est-ce que je vais pas jouer de la merde ? Eh ben, écoutez, n'ayez pas peur de passer à la trappe si vous n'êtes pas capable de faire forcément ce que font ces batteurs-là, parce que ces batteurs-là, c'est quand même le super haut du panier. On est sur un truc de ouf. Et la musique n'est pas une compétition. La musique n'est pas une compétition sportive, en tout cas. Une compétition commerciale si on veut, parce que évidemment, il faut réussir à se faire sa place, à vendre son groupe, il faut réussir à jouer quand même quelque chose de valable et à le vendre. Ça, c'est évident, parce que si tu ne le vends pas, si personne ne s'en occupe, ce groupe n'ira nulle part. Et c'est bien triste, parce que souvent, il y a beaucoup plus de groupes qui ont des choses à dire que de groupes qui sont sur scène. Et tous les groupes qui sont sur scène n'ont pas forcément quelque chose à dire, mais ça, je suis pas le mieux placé pour en parler. On est tous placés à la même enseigne, on le sait, on va tous voir des concerts, et des fois c'est de la merde, il faut quand même le dire, mais des fois c'est génial. Donc la peur de passer à la trappe, si on n'est pas assez rapide, et que son groupe passe à l'as, sous prétexte que la musique qu'on joue n'est pas assez rapide. Il y a des groupes qui ont fondé leur notoriété sur le fait de jouer une musique super rapide et super technique. Flesh God Apocalypse, par exemple. Flesh God Apocalypse, quand on parle de Flesh God Apocalypse, on se dit « Ah ouais, putain, c'est vrai que Francesco Paoli, à partir de Violation, enfin l'album sur lequel il y a The Violation, là, c'est hallucinant ce qui se passe. La même chose pour Spawn of Possession avec James Payne, enfin tous ces mecs-là, je parle notamment des batteurs italiens, là, cette horde de batteurs italiens. Moi j'en ai rencontré un, Mauro Mercurio, qui avait joué dans Flesh God, qui a joué dans Spawn of Possession, je crois aussi. Un taré. Franchement, c'est un taré. Il est hyper sympa, mais à la batterie, c'est un taré. Il joue hyper vite. Donc, il y a ça. Et il y a évidemment aussi la pression des partenaires qui sont dans le groupe, qui vont composer des trucs avec de l'informatique notamment, et qui vont dire bah écoute Coco, là la partie c'est un plan de double à 260, voilà, après il y a un bomb blast, après il y a un blast beat, après il y a ce machin, après il y a ce truc, tout va super vite, et toi t'es le batteur avec tes deux bras, tes deux jambes, et t'es derrière ta batterie, tu dis mais attends, mais comment je vais faire pour jouer ça ? Alors il y a la discussion, faut adapter. Il y a l'entraînement aussi, ça on va en parler. Enfin, il y a des tonnes de manières de faire. Et le problème, c'est que le fait de jouer de la batterie super vite reste quand même au centre des débats dans ces moments-là. Parce que les mecs composent des trucs qui vont à 10 000 à l'heure sans forcément se rendre compte que derrière, il y a un humain qui doit le faire. Et ils vont me dire, bah, oui, mais lui, il le fait. Il y en a plein qui le font. Pourquoi toi, tu le fais pas ? Et c'est là que rentre en ligne de compte un truc aussi. C'est que le studio et la scène sont deux choses différentes. Déjà, le studio et la répète sont deux choses différentes, parce qu'en studio, on entend absolument tout, alors qu'en répète, on croit qu'on entend tout, mais en fait, on se rend vite compte qu'on n'entend même pas la moitié des trucs. Et dès que tu dois enregistrer ton plan de double, ou dès que tu dois enregistrer ton blast beat à 240, 250, 260 BPM, et là, tu te dis, mais putain, mais en fait, j'y arrive pas. Et c'est un problème. Et malheureusement, il y a un magicien derrière la console qui va dire « Attends, t'y arrives pas, c'est pas grave. On va enregistrer une mesure, et puis on va la recaler, et puis on va la coller partout. » Et là, tu vas te retrouver avec un album tout trigué, tout recalé, tout quantisé, et c'est magnifique. T'as l'impression d'être un dieu de la batterie, alors qu'en fait, bah, t'es pas forcément mauvais, mais t'es pas aussi bon que ce que t'entends. Et ça, c'est un souci, parce qu'une fois que l'album est enregistré, et une fois que ton groupe y part faire ses concerts, et ben, ce que tu proposes sur scène n'est pas à la hauteur de ce que tu as proposé sur disque. Et ça, c'est valable pour énormément de groupes. Et je peux vous en parler, parce qu'en studio, j'y suis passé 50 000 fois. Et je suis à l'ancienne, moi, je suis vieux, j'ai 38 ans bientôt. Donc j'ai essayé quand même toujours d'avoir cette espèce de dignité que j'estime bien placée, qui dit bah attends, j'arrive pas à jouer ça, je vais jouer autre chose. Mais c'est vrai que on m'a souvent demandé de faire des trucs qui étaient légèrement au-dessus de mes capacités, et il a fallu que je m'arrache le cul pour arriver à le faire. Et on est beaucoup dans ce cas-là. Sauf que des fois,
l'écart entre ce qu'on vous demande et ce que vous êtes capable de faire est beaucoup trop grand, et vous vous fixez des limites qui sont bien au-delà de vos limites réelles, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de le faire. Mais vous êtes capable de faire bien d'autres choses qui sont d'excellentes choses, mais on vous demande pas ça, on vous demande de faire plus vite, plus carré, plus fort, plus machin, mais malheureusement, on va toujours vous dire à la fin, de toute façon, si tu n'y arrives pas, l'informatique le fera, et puis, au pire, pour les groupes qui vraiment fonctionnent et qui n'ont pas beaucoup d'humanité entre eux, ou je sais pas comment ça se passe, mais on va vous dire, oui, mais si tu n'arrives pas à le jouer, quelqu'un d'autre le fera. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Alors, est-ce que jouer vite, c'est une obligation ? Alors, c'est une obligation si le style du groupe dans lequel vous êtes l'exige, et dans les mesures dans lesquelles le style du groupe dans lequel vous êtes l'exige. C'est-à-dire que, si vous avez un groupe de death metal, qui base son riffing, sa composition sur du blast, de la double, des gros riffs qui vont à 10 000 à l'heure, et où ça blast et tout, et ben évidemment, jouer vite fait partie du cahier des charges. Si vous n'êtes pas assez rapide pour jouer là-dedans, soit vous travaillez, soit vous changez de style, mais il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à jouer du death metal. Après, est-ce que vous allez arriver à jouer du death metal à 280 ? Ça, c'est un autre débat. Mais est-ce que vous allez arriver à jouer du death metal tout court, avec de l'entraînement, du travail, de la persévérance, de la passion, de la motivation ? Tout le monde en est capable. Il n'y a pas de raison. Tout le monde en est capable. Dans la mesure où vous êtes capable de jouer de la batterie, parce que je ne pense pas que tout le monde soit capable de jouer de la batterie, mais ça, on en parlera aussi. Donc si le style l'exige, et si aussi vous avez la volonté très forte, vous, de devenir ce type de batteur, de vous dire je suis un batteur qui va jouer vite, donc là vous vous mettez sur un siège avec un pad, avec des baguettes, avec des pédales de grosse caisse, ou avec une vraie batterie, ou avec un truc, et vous vous entraînez. Mais ça, on va pas faire une vidéo sur l'entraînement pour savoir comment faire pour jouer vite, je vous en parlerai à la fin, il y en a plein qui existent, et il y a des mecs qui expliquent ça bien mieux que moi, et qui sont bien plus capables que moi de jouer vite. Voilà, on en parlera à la fin. Et aussi, il y a une autre raison qui peut vous pousser à vous arracher pour jouer le plus vite possible et pour être capable de jouer rapide, précis, dans le plus près des limites possibles, c'est si vous voulez rentrer dans la case batteur de session qui enregistre des trucs pour d'autres groupes qui ne sont pas forcément le vôtre, mais qui exigent aussi de jouer vite. Parce que ça exige de pouvoir s'adapter à plein de styles. Et si à un moment donné, vous pouvez pas dire oui à des groupes qui vous proposent de faire leur album sous prétexte que vous n'arrivez pas à jouer les morceaux parce que ça va trop vite, à ce moment-là, vous allez vous squeezer plein de possibilités. Donc c'est bien d'avoir cette corde-là à son arc, la méga vitesse, pour pouvoir faire ce type de boulot et pour pouvoir en retirer au moins du plaisir, mieux de la gloire et dans le meilleur des cas du pognon, parce que c'est aussi un boulot de faire de la musique quand on est bon, donc à un moment donné il faut réussir à monnayer ses services, et pour monnayer ses services il faut être capable d'être versatile, et si vous avez envie de vivre de ça et de vraiment faire votre place dans un milieu qui exige ses compétences techniques, le seul moyen de se faire sa place c'est d'acquérir ses compétences techniques, et jouer vite en fait partie. Mais est-ce que tout ça, est-ce que se mettre dans la tête de jouer vite est forcément une bonne idée ? Eh bien écoutez, si vous ne rentrez pas dans les cases que je vous ai citées précédemment, c'est-à-dire vouloir devenir un batteur de session, jouer dans un groupe qui exige qu'on joue super vite, ou si vous n'avez pas vraiment envie de vous y mettre et que vous n'avez pas la volonté nécessaire pour jouer ça, mais que vous avez envie de travailler d'autres trucs, j'ai envie de vous dire, ça réclame tellement d'abnégation, tellement de travail, tellement de temps, d'investissement personnel, d'énergie, d'arriver à du vrai sprint, c'est Usain Bolt des fois, ce genre de truc, c'est vraiment c'est de la grande performance. Ça exige tellement de travail que peut-être vous devriez arrêter de vous prendre le chou et de vous poser les bonnes questions. Première question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et souvent la réponse c'est non. Vous auriez envie d'arriver à le faire, parce que vous aimeriez bien pouvoir vous mettre derrière une batterie et faire un blast à 280 sans problème, et ce serait super cool, c'est vrai, c'est plaisant. J'imagine que c'est plaisant, puisque j'en sais rien, j'ai jamais fait de blast à 280, j'ai dû faire 270, mais pas souvent, et peut-être pas forcément très bien. Mais j'ai tâté quand même. Mais est-ce que vous en avez vraiment envie ? Est-ce que vous avez envie de vous donner les moyens d'y arriver ? Et est-ce qu'une fois que vous y serez arrivé, est-ce que ça va changer votre vie ? Voilà, c'est ça les questions qu'il faut se poser. Est-ce que vous en avez besoin ?
Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Parce qu'il y a tellement d'autres aspects de l'instrument que jouer vite, c'est tellement chronophage que vous allez passer à côté de plein d'autres trucs. Et à moins que vous ayez vraiment beaucoup de temps à consacrer à ça, que vous ayez la science infuse, ça peut arriver aussi. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent et qui arrivent à faire beaucoup de choses, et ça leur réclame pas beaucoup de temps d'acquérir des nouvelles compétences. Mais pour la plupart d'entre nous, bosser son instrument, c'est pas à pas, c'est vraiment petit à petit, c'est long, c'est très long de bosser la batterie. Donc je pense que si vous consacrez tout votre temps à jouer vite, vous allez passer à côté de beaucoup de choses, et que finalement, le résultat que vous allez en retenir à la fin, vous allez être rapide, précis, régulier, mais est-ce que vous allez être créatif? Est-ce que vous allez être musical? Est-ce que vous allez avoir un son cool? Parce que sortir un son d'une batterie, c'est pas simplement taper dessus, c'est taper dessus d'une certaine manière, c'est avoir du toucher, c'est voilà. Est-ce que vous allez avoir tout ça? C'est pas garanti, c'est pas garanti. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être pas. En plus, vous l'aurez noté, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous connaissez les vidéos des autres et vous avez vu que le marché est quand même super saturé. Il y a énormément de mecs qui jouent super vite et qui sont déjà super forts. Et en plus, il y en a des jeunes, donc ça veut dire que pendant des années et des années, ils seront toujours là. Simon Schilling sera toujours là. Kevin Paradis sera toujours là. Francesco Paoli sera toujours là. Eugène Rebchenko sera toujours là. Et ces mecs-là sont super forts et ils sont déjà placés dans le truc. Donc, est-ce que vous avez envie de rentrer dans cette catégorie-là avec une place qui sera de plus en plus petite, puisque vous allez être de plus en plus nombreux? Est-ce que vous avez envie de vous frotter à ces mecs-là aussi? Parce que ces mecs-là, quand il y a Belphégor qui les appelle, ou quand il y a B-Nighted qui les appelle pour un remplacement ou quoi, tout le monde connaît la liste. Veut dire, pour penser à quelqu'un de nouveau, il faut quand même que le mec nouveau se place vraiment très très bien. Parce que les autres sont déjà là, donc c'est super difficile. Est-ce que vous avez envie de travailler autant qu'eux? Ils ont bossé comme des chiens pour arriver à faire ça. Il y a qu'à regarder leurs vidéos, il y a qu'à regarder ce qu'ils font, il y a qu'à regarder dans les groupes dans lesquels ils jouent. Quand ils passent justement chez Martin à la Drum Technique Academy, regardez ce qu'ils font. Quand ils expliquent, regardez la vidéo de Nils Fjellström de Dark Funeral. C'est quand même un truc de fou, arriver à jouer comme ça. Donc est-ce que vous êtes prêts à vous frotter à ces mecs-là? Si c'est pas le cas, passez votre chemin, faites autre chose, proposez ce que vous avez de meilleur. Et ce que vous avez de meilleur, c'est forcément différent de ce qu'ils sont en train de faire. Aussi, n'oubliez pas que le fait de rentrer dans cette démarche peut générer de la lassitude, parce que vous n'allez pas y arriver tout de suite. À moins d'un miracle, ou à moins de ce que je disais tout à l'heure que vous ayez la sens infuse. Normalement, ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut travailler longtemps, il faut travailler beaucoup, il faut être hyper assidu, il faut avoir beaucoup de temps à consacrer à ça, il faut être très 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 motivé. Et le problème, c'est que les résultats sont assez longs à venir, c'est pas immédiat, et donc ça peut entraîner un phénomène d'énervement, de frustration. C'est difficile de bosser le blast, la double, c'est long, c'est du clic, c'est lassant, c'est chiant, c'est un truc régulier, c'est un bip dans la tête sans arrêt, c'est pas très créatif, c'est pas très amusant. On fait croche, double croche, double croche, ou alors croche, sextolé, double croche. Enfin, c'est pénible à faire. Je le sais, je suis passé par là. Peut-être pas aussi longtemps que certains autres qui le font mieux, mais je l'ai quand même fait. Et je peux vous assurer que c'est pas marrant. Donc si vous voulez éviter la lassitude, et en plus, franchement, vous allez vous épuiser, mentalement et physiquement, parce que physiquement aussi, c'est très fatigant. On peut se retrouver confronté à des problèmes de dystonie. Alors la dystonie, c'est pas marrant, c'est-à-dire qu'à force de reproduire un geste répétitif tout le temps, on finit par transformer un geste volontaire en réflexe. Alors je suis pas réflexologue ou médecin, je veux pas dire de conneries, mais c'est arrivé à des types que je connais. C'est absolument pas marrant. C'est-à-dire qu'en fait, après, ils sont plus capables, pendant un certain temps, de jouer volontairement de la grosse caisse avec leur pied gauche, par exemple, ou de faire un plan avec les deux pieds, ça, avec les deux pieds réguliers, c'est impossible, parce que il y a plus de volonté, il y a plus que du réflexe, et donc il faut réacquérir le geste, il faut repartir du début, c'est de la rééducation nerveuse, c'est hyper pénible. Et donc la dystonie, souvent, c'est ce que les ostéopathes ou les kinés appellent des technicopathies. C'est-à-dire qu'à force de reproduire des gestes, ça devient des réflexes, et puis on finit par ne plus arriver à faire les gestes volontairement. Notre cerveau n'arrive plus à dire à la jambe ou au bras, vas-y, fais ça. C'est la jambe et le bras font ça, et si on essaie de faire quelque chose de différent, ça ne marche plus. Documentez-vous sur la dystonie, c'est super intéressant. Ça n'arrive pas qu'aux batteurs, ça arrive aussi aux sportifs, à certains mecs qui bossent dans des gestes répétitifs. Quelque chose de super intéressant. Donc, dans la mesure où vous vous posez la question, veuille-je, est-ce que je veux jouer vite ou pas?
vous posez la question, vous trouvez la réponse. Et donc, de toute façon, une autre question va subsister. Si je n'y arrive pas, si je n'arrive pas à jouer aussi vite que ce que je le voudrais, est-ce que c'est forcément de ma faute? Alors, dans un cas, oui. Si vous ne travaillez pas assez, et si vous n'avez pas la motivation nécessaire, à ce moment-là, c'est votre faute. D'autant plus si le style que vous voulez jouer l'exige, ou si le groupe dans lequel vous êtes l'exige, ou si vous avez des prétentions qui exigent que vous jouiez vite. Si vous voulez vous faire une place parmi les youtubeurs death metalleux par exemple, voilà, si vous voulez supplanter Sam Paolicelli, à un moment donné il va falloir être capable de faire au moins aussi bien que lui. Et c'est pas donné à tout le monde. Si vous bossez pas, vous y arriverez pas. Donc si vous n'avez pas la motivation ni l'énergie nécessaire et que vous n'arrivez pas à vous forcer à bosser, à ce moment-là, oui, c'est de votre faute. Si c'est un manque de motivation précise, c'est-à-dire que vous aimeriez bien jouer vite, mais vous savez pas exactement pourquoi. Parce que votre groupe n'en a pas besoin, forcément, parce que vous n'avez pas de prétention à jouer dans d'autres groupes déjà existants, mais qui ont des styles vraiment vénères. Vous voulez juste apprendre à jouer vite pour le plaisir de le travailler. À mon sens, il y a beaucoup de gens pour qui ça ne suffit pas, ça. Il faut avoir un but vraiment précis, il faut avoir une ligne d'arrivée. Si vous n'avez pas la ligne d'arrivée, vous avez que la ligne de départ, vous avez le chemin, et puis la ligne d'arrivée, vous savez pas où elle est, arriver à des performances vraiment optimales, c'est vraiment pas évident. Donc si vous n'avez pas de but précis, à mon avis, c'est pas très bien engagé, mais vous pouvez le faire quand même. Hein, je ne veux empêcher personne de se lancer dans cette bataille-là. Il n'y a aucun problème, faites-le. Franchement, vous allez apprendre des trucs si vous le faites. De toute façon, ce ne sera pas du travail perdu, vous allez acquérir des trucs, mais sachez vous arrêter au bon moment. Ou alors, ne pas vous obséder avec ça, parce que ça peut vite manger le cerveau. C'est ça le truc, c'est ça aussi le sujet de cette vidéo. Et puis, à un moment donné, ce ne sera pas de votre faute si c'est votre corps qui bloque. Parce que vous vous doutez bien qu'il y a tout un tas de techniques. Alors, je sais pas si on voit, mais évidemment, on peut jouer des blast beats avec les doigts, comme ça, avec tous les doigts dessus, ou avec juste cela, on peut même alterner entre ces deux-là. La double, c'est pareil, donc la double, c'est soit toute la jambe, soit vraiment juste le poignet, soit en swivel, comme ça, comme fait Kerim Lerchner de ses petites flèches. Enfin, il y a plein de techniques à acquérir. Acquérir une technique, c'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut quand même y consacrer du temps, et puis des fois, allez savoir pourquoi, mais l'anatomie, le cerveau, les synapses, les connexions, j'en sais rien, mais ça ne connecte pas. Et il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire. Il y a des choses qu'on n'est pas forcément tous capables de faire. On n'est pas tous capables de tout. Sinon, tout le monde serait d'un niveau équivalent et tout le monde ferait la même chose. Mais c'est pas le cas. On n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous les mêmes faiblesses non plus, heureusement. Et on n'est pas tous Usain Bolt. Voilà, Usain Bolt, il n'y en a qu'un. Il y a d'autres mecs qui courent très vite, mais à côté de ces mecs qui courent très vite, il y a surtout une immense majorité de la population qui court pas vite ou qui court pas du tout. Et ben pour nous les batteurs, c'est pareil. Il y a quelques mecs qui jouent très vite, qui se sont entraînés pour ça et qui ont peut-être aussi des facultés naturelles à faire ça. J'en ai discuté avec Georges Collias, j'ai passé un mois avec lui en tournée en 2013, pardon. Je lui demandais, je lui dis, mais Georges, quand même, quand t'étais dans ton groupe grec, là, je me rappelle même plus, Nightfall, jamais tu jouais des trucs aussi rapides que ce que tu fais dans Nile. Ou comment ils t'ont déniché? C'est Derek Roddy qui l'a recommandé à Carl Sanders en lui disant, ce mec-là est capable. Et Georges Collias ne savait même pas lui-même au départ qu'il était capable. Il a mis 6 mois à prendre les morceaux. Et c'était un travail acharné de tous les jours. Et après, il s'est rendu compte, en fait, il m'a dit, définitivement, je pense que dans les membres qui servent à jouer de la batterie, moi j'ai des fibres rapides. Et heureusement que je les ai, parce que sinon ce que je fais, je ne pourrais pas le faire. Après, on n'est pas tous fait pareil, il en est conscient. Et heureusement pour lui, il est capable de jouer à des tempos incroyables, et il est aussi capable de jouer dans d'autres styles. Mais est-ce qu'il est aussi bon dans d'autres styles que dans le death metal? Il est tellement à la pointe du death metal qu'il peut pas être aussi bon partout. Mais pour le plaisir, il joue un peu de jazz, il joue un peu de trucs, et franchement, il le fait pas mal. Mais son cœur de cible, c'est le death metal. Il a fait ça toute sa vie pratiquement. Ça fait au moins 15 ans qu'il est dans Nile maintenant. Donc fatalement, c'est une référence. Alors, tout ça pour vous dire quoi? N'y a-t-il que la vitesse dans le métal aujourd'hui? Eh ben heureusement non, et je pense qu'on en revient, parce que pendant une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années,
on a tout trigué, on a tout recalé, on a fait des albums en plastique pour beaucoup de choses. Quand je dis album en plastique, c'est des albums où tous les coups de grosse caisse sont les mêmes, tous les coups de caisse-car sont les mêmes, tous les coups de tom sont les mêmes, c'est tout recalé, c'est tout hyper précis sur la grille, enfin il y a eu des trucs hallucinants, il y a même eu des abus, c'était des albums qui étaient à peine écoutables, il n'y avait pas de dynamique, il n'y avait rien. On a écouté ça, mais même il y a longtemps. Si t'écoutes un vieil album de Fear Factory, tu vas avoir la gueule que ça. La musique peut te plaire, moi j'adore, hein, mais est-ce que le son de batterie est sortable de l'époque dans laquelle il a été fait? Ça c'est une grande question. Moi je pense qu'il est super caricatural et que on peut pas enlever des manufactures de l'année dans laquelle il a été fait. C'est pas possible. Tu refais le même album maintenant, tu dis mais attends, mais c'est pas une production moderne, ça. C'est typé, c'est très typé de cette époque-là. Parce que c'est tout trigué, c'est tout recalé, il y a plein de midi, il y a plein de machins. Alors des fois, c'est même pas très bien recalé, il y a même des pains. Enfin bref, réécoutez-le, vous verrez, c'est assez marrant. Voilà, donc y en a-t-il que ça dans le métal aujourd'hui? Eh ben, heureusement, non. Le champ des possibles s'est vachement étendu. Et je trouve qu'on propose des tonnes de choses qui sont très éloignées de la vitesse à tout prix. Et d'un autre côté, la vitesse à tout prix a aussi créé un style un petit peu à part entière. Le death ultra technique. Je pense à Origin, je pense à Rings of Saturn, je pense à des groupes même comme Obscura, même si ça va moins vite, mais enfin quand même quoi. Sébastien Lancer, ça rigole pas. Et puis des groupes de grindcore aussi, et puis je les recite, mais les Benighted, les Beneath the Massacre, tous ces groupes-là, Aborted, avec Ken aussi dedans, c'est incroyable. Voilà, ça c'est devenu un style à part entière de métal hyper violent, hyper rapide, dans lequel il est difficile de se faire une place parce que les groupes qui sont déjà là sont super forts et les batteurs qui jouent dedans sont super forts. Et ça va être très difficile de se forger une place. Donc, faut-il à tout prix se rendre fou parce qu'on n'arrive pas à jouer à 280 BPM ? Moi, je pense que non. Je pense qu'il faut regarder où sont nos forces, regarder où sont nos faiblesses, travailler sur nos faiblesses, évidemment, et puis faire le bilan et se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai la motivation nécessaire? Est-ce que j'ai pas autre chose à proposer? Voilà. Une fois que vous avez réussi à répondre à ces questions-là, faites le bilan, et puis là, vous vous lancez dans la bataille ou pas. Mais si vous vous lancez dans la bataille, c'est une bataille qui est super longue, super difficile, super éprouvante pour la tête, pour le physique, pour le moral, c'est une agonie sans nom, parce que c'est vraiment très très compliqué. Je veux dire, maintenant, les batteurs sont un petit peu les shredders des années 80. À l'époque, il y avait la compète entre Paul Gilbert et Yngwie Malmsteen, et Jason Baker et Marty Friedman, tout ça. Maintenant, la compète, elle est entre les batteurs. C'est ça qu'on entend, c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on regarde sur YouTube. Même les guitaristes regardent des vidéos de batterie, parce que c'est plus divertissant qu'une vidéo de guitariste. Parce que ça bouge, ça blast, c'est hallucinant ce qui se passe. Donc, évidemment, la compète, elle est là. Est-ce que vous voulez rentrer dans cette compète-là, ou est-ce que vous avez envie de proposer autre chose? Voilà, la réponse vous appartient. Tout ce que j'espère, c'est que ce que je vous ai raconté vous aidera à faire le point avec vous-même, à faire le bilan et à vous projeter, et à vous dire, moi je suis fait pour cette compète, je ne suis pas fait pour cette compète, enfin pour cette compète. La musique n'est pas une compétition, je le répète. Toujours est-il que ça reste quand même un secteur très concurrentiel, vous ne serez pas tout seul à jouer hyper vite. Donc si vous voulez faire quelque chose de différent, eh bien, écoutez, lancez-vous et bossez là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est pas une fin en soi forcément pour tout le monde, ça peut le devenir, et c'est ça la question qu'il faut le poser. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est une fin en soi? Tout simplement. Je vous laisse. La prochaine vidéo, ce sera quelque chose de, j'espère, plus amusant et moins psychologique. En tout cas, merci de suivre, likez, commentez. Voilà, faites ce que vous voulez. Cette vidéo, maintenant qu'elle n'est plus en ma possession et qu'elle est en ligne, elle appartient à tout le monde. Faites-vous plaisir. Bonne journée à tous.